le Local à Bohème, l'émission de découverte musicale locale, en direct tous les mardis soirs de 20h30 à 22h sur Albigès, 95.4 ou 104.2, rediffusé le jeudi soir de 22h à 23h30 sur Albigès et sur Radium 89.7. Nos podcasts sont téléchargeables et écoutables directement sur notre site internet. Alors, bonsoir, c'est Stan du Local à Bohème. Aujourd'hui, je reçois Berry Wham. Donc, c'est pas tout à fait Berry Wham que je reçois, puisque c'est plus les Fabulous Wadness, comme je disais tout à l'heure en off. C'est-à-dire qu'il n'y a que Wawad et Bitness qui sont avec moi dans le Local à Bohème. Et c'est même pas dans le Local à Bohème, puisque c'est chez vous, directement à la maison. Donc, merci déjà à tous les deux de nous avoir accueillis et de nous recevoir chez vous. Et voilà, si on peut juste commencer par vous présenter, tout simplement pour dire qui vous êtes et ce que vous faites au sein de Berry Wham, tous les deux. Ok. Bah alors moi c'est Bitness du coup. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'on a le groupe Berry Wham, qu'on a formé. À la base il n'y avait que moi et Wawad en fait, Fabulous Wadness. Et ensuite on a décidé de créer un groupe à 4 à la base pour les championnats de France pour faire une surprise en fait, pour la catégorie équipe. Et du coup on s'est dit avec Wawad qu'on allait prendre Rhythmine et ensuite MB14. Et c'est comme ça en fait que ça s'est créé. À la base c'était juste pour le fun en fait, juste pour les championnats. Et finalement ça s'est professionnalisé en fait. Et voilà, on a commencé à créer des projets par rapport à ce groupe. Et on est champion de France du coup de beatbox 2016. Et voilà, maintenant on fait des concerts, pas mal de projets. On a sorti un EP. Et voilà. Il a tout dit déjà. Alors moi c'est Wawad du coup, 27 ans. Voilà, comme après il a tout dit. Voilà, je suis membre de Berry Wham. Ça fait 2 ans que le groupe existe et puis voilà. Il n'a pas encore tout dit parce qu'on a quand même pas mal de questions à voir avec vous, surtout par rapport au championnat, puisqu'on couvre aussi donc, du coup, l'événement qu'il va y avoir à la fin du mois, puisque ça tombe le 27-28 octobre prochain, c'est ça. Et donc il y a les championnats de France qui ont lieu à Paris. Donc à la place à Paris, donc c'est au 10 passage de la Canopée de 18h15 à minuit, quoi, grosso modo. Il va y avoir pas mal d'artistes qui se produisent, donc il y a plusieurs catégories, on va en parler un petit peu, mais donc il y a des catégories solo hommes, solo femmes, donc on peut assez bien s'imaginer ce que c'est. Catégorie groupe, donc ça c'est ce que par exemple Berry Wham a pu gagner lors des championnats de France en 2016. Mais il y a aussi donc 2 autres catégories, donc les tag teams, c'est une des catégories que vous connaissez bien tous les deux, puisque tous les deux vous avez su vous faire repérer un petit peu grâce au tag team avec le duo Fabulous Wadness dont je parlais tout à l'heure, et une catégorie Loop Station, donc la loop, grosso modo. Est-ce qu'il y en a un des deux qui peut expliquer ce que c'est qu'une loop? Alors en gros la catégorie Loop Station c'est un peu, ça fait 2-3 ans que là c'est on va dire à la mode dans le beatbox. Donc c'est avec la machine, c'est un sampler qui sert à s'enregistrer et à créer en fait des boucles en direct et donc créer une multitude de samples en direct juste avec la machine. Et du coup ouais, c'est la Loop Station, ça fait longtemps que ça existe, mais depuis la nouvelle machine qui est sortie, la Boss RC505, la loop dans le beatbox elle n'a jamais été autant à la mode et pas tout le monde mais beaucoup de beatboxers l'utilisent. Et ça s'est aussi beaucoup propagé grâce au championnat, le Grand Beatbox Battle, c'est le gros tournoi en Suisse, qui a aussi propagé cette loop. Et du coup, c'est pour ça que les championnats de France ont décidé aussi de faire cette catégorie-là, parce que beaucoup de beatboxers le demandaient. Il faut dire aussi que la Loop Station elle a évolué, c'est-à-dire qu'auparavant c'était un instrument qui était vraiment fait plus pour les guitaristes et tout ça, qui était un instrument avec des pédales qu'on utilisait à pied. Et maintenant ils ont vraiment créé une version donc avec des boutons tactiles plus adaptés du coup à la pratique du human beatbox. Depuis quand tous les deux vous pratiquez le beatbox, et est-ce que vous pouvez aussi parler du coup pour les deux autres qui font partie de votre groupe pour dire depuis quand vous pratiquez, et en même temps on va profiter de cette question pour savoir en combien de temps on arrive à faire des sons assez complexes. Et donc si vous pouvez aussi faire une petite démo du son le plus complexe aujourd'hui que vous arrivez à faire. Voilà. Donc Loïc, non. Loïc il n'est pas là. Donc Bitness. Donc du coup... Ah ouais, le micro. Moi ça fait 10 ans maintenant que j'en fais du beatbox. Comme un peu tout le monde, enfin même Rhythmine, toi aussi ça fait 10 ans. Et MB14. Pour moi, t'inquiète. Ouais, ça fait 10 ans à peu près qu'on en fait. Et moi, les premiers sons vraiment que j'ai pu faire en beatbox qui étaient, on va dire, assez propres,
c'est au bout de un an de beatbox, je pense qu'on peut commencer à sortir des rythmiques assez propres et qui impressionnent. Et après, c'était quoi ton autre question déjà? Aujourd'hui, le son le plus complexe que tu peux faire, ça serait quoi? Euh, Il y en a plusieurs. Il y a un son qui m'est particulier, c'est ce son-là. Du coup, qui est un son assez aigu que je fais avec le palais. Donc, je peux faire des rythmiques avec, par exemple. Il y a ce son-là. Et après, il y a. Là, depuis que je suis avec Berry Wham, j'expérimente pas mal tout ce qui est effet basse, etc. Du coup, j'ai pas mal travaillé les basses avec la voix, par exemple ça. Toutes ces basses-là, voilà. Je dirais, c'est ça les sons les plus compliqués pour moi. Et Walid? Alors, moi pareil, moi ça fait une dizaine d'années aussi que je fais du beatbox. On va dire de façon plus pro, parce que j'en fais depuis tout petit, mais je savais pas que ça s'appelait beatbox, j'en faisais naturellement, tu vois. Mais du coup, ça fait depuis l'âge de 14-15 ans ouais, que je fais du beatbox. Et pareil que Beatness, ouais, on va dire, ça fait pour commencer à sortir des rythmes ou des sons propres, je pense qu'il faut une année, mais surtout à notre époque avant, parce il y avait pas, c'était pas aussi développé. Maintenant, par contre, la nouvelle génération, au bout de quelques mois, ils peuvent te sortir des trucs que nous on mettait 3 ou 4 ans à apprendre, quoi. Ça évolue beaucoup plus vite maintenant grâce à Internet. Et moi, ma particularité, c'est pas le son, c'est pas très compliqué à faire, mais c'est ce son-là avec le palais ouais, que j'ai C'est bon, j'entends ça. que j'ai travaillé des années pour l'avoir super rapide et sur toutes les tonalités pour faire des mélodies avec. Par exemple, le Animal, c'est avec le palais, avec la langue. Donc voilà. Et je parle pour un M14 vite fait. Tu peux, si tu Ouais, veux. juste voilà, parce que M14, ça fait quoi pareil, 8-9 ans qu'il fait du beatbox. Mais lui, il a commencé par le rap. Il a fait du rap, du chant. Et en fait, il combinait un petit peu du beatbox dans tout ça pour s'aider pour les rythmiques et tout. Et en fait, après, c'est vraiment pas plus personnalisé dans le beatbox en développant tout ça. Mais il a continué avec le chant et le rap, tout comme on a pu voir à la télé, tout ça, quand il est passé à The Voice. Mais ça fait de lui quand même un très bon beatboxer parce qu'il est complet du coup. Il peut chanter, faire du beatbox et tout ça. Et c'est qu'on a tous commencé par des instruments à la base. Moi, je faisais de la batterie avec Rhythmine. Wawad, il faisait du piano. Et MB14, de la guitare piano. Du coup, on a eu des bases avec des instruments qui nous ont pas mal aidé pour le beatbox en fait. Alors, justement, comment vous en êtes venu aujourd'hui à ce niveau de beatbox? Comment vous avez fait pour apprendre? Est-ce que c'est les vidéos sur Internet, les sortes de tutoriels, tout ça, ou c'est vraiment en expérimentant tout seul dans sa chambre ou dans la salle de bain, je ne sais pas où, mais en expérimentant tout seul et en essayant de refaire les sons? Et dernièrement aussi, il y a eu une école de beatbox qui s'est montée, un stage en Pologne il n'y a pas si longtemps que ça, donc le camp. Vous y avez participé et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez pu en retenir de cette expérience? Alors moi pour ma part quand j'ai commencé le beatbox, j'avais pas internet encore. Donc j'ai commencé tout seul, j'écoutais des chansons et j'essayais de le refaire à la bouche. Et je savais même pas que ça s'appelait beatbox et je pensais être le seul con à faire ça, tu vois. Genre j'étais là, bon c'était juste pour m'amuser, je faisais ça dans la cour au collège pour amuser mes potes et tout. Et quand j'ai vu que ça, un matin en fait avant d'aller au collège, j'ai vu Eclipse qui était passé sur le Morning Live à l'époque. Du coup j'ai su que ça existait, j'en ai fait tous les jours. Mais par contre la nouvelle génération, ils apprennent grâce à internet. Voilà, c'est le fait de voir des vidéos qui les fait commencer le beatbox, mais pas l'inverse. Donc ça, c'est un peu l'effet maintenant grâce à Internet, c'est que du coup, ça crée aussi tu vois, des envies de commencer tout ça. Beatness, toi, tu as commencé, pareil, toi, c'est les vidéos. Pareil. Ouais, pareil avec sur YouTube en fait. J'ai commencé en voyant des vidéos. Je sais qu'une vidéo qui m'a beaucoup marqué, c'est celle de Daichi, un beatboxer chinois. Daichi. Et après, moi je dirais qu'il y a quand même deux étapes pour progresser dans le beatbox. Il y a d'abord quand on tombe sur des vidéos où là on commence à s'entraîner, et après il y a les battles. Et pour moi, les battles, c'est ça qui m'a fait le plus progresser en fait, parce que du coup, déjà tu t'entraînes vraiment en live, donc voir comment tes phases marchent par rapport au public. Et du coup, tu vois, tu essayes d'avoir des phases au niveau du battle en fait. Donc tu es obligé de t'entraîner beaucoup, à t'entraîner sur la technique, sur plein de choses. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui m'a fait progresser et qui fait progresser beaucoup de jeunes, je pense. Et du coup, pour parler du stage en Pologne que tu demandais, donc c'est le World Beatbox Camp. Beatbox Camp, j'arrive pas à parler. Et, et donc du coup, c'est la première fois que cet événement a eu lieu. Et c'est la première fois que
qu'un événement beatbox rassemblait des danseurs et des beatboxers. C'était du jamais vu avant. Et du coup, en fait, le concept, c'est tout simplement d'initier des beatboxers, qui soient débutants ou alors confirmés, à venir pendant 10 jours, ça dure. Et du coup, ils font des stages du matin au soir avec plusieurs styles de beatboxers. Donc nous, on a été invités pour donner des stages de beatbox là-bas. Donc nous, notre atelier consistait à tout simplement comment travailler en groupe. Voilà. Parce que beaucoup de beatboxers travaillent seuls et ne savent pas comment travailler en groupe, parce que c'est le travail seul ou en groupe, ça n'a rien à voir. C'est une méthode de travail qui est vraiment pas la même. Du coup, on a vraiment montré, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillent en groupe et qui n'ont pas les notions de partage, etc. en groupe qui sont très importantes. Du coup, on a expliqué tout ça. Et c'était aussi le fait aussi de rencontrer des danseurs pros, tout ça. Et du coup, les deux mondes mélangés, ça donnait vraiment un truc de fou parce qu'il y avait 1000 danseurs là-bas qui faisaient des stages aussi. Nous, on était, je sais pas, 200 beatboxers, je crois, je me rappelle plus. Du coup, c'était bien pour les échanges, pour tout ça, quoi. Alors, pour resituer un petit peu votre histoire à tous les deux, il faut parler aussi du championnat de France, dont on a commencé à en parler. Donc, en 2013, Wawad et Beatness, vous avez terminé quatrième en finale du championnat de France tous les deux, en catégorie. Vous avez terminé en quart de finale au championnat de France en 2013. Non, finaliste, on a fait. Donc, moi, alors, attends, les infos que j'ai chopées, c'est sur le site de quart de finaliste pour les championnats du monde. quart de finale de championnat de France de beatbox en solo et seconde position en tag team. En solo, Eh oui, Ah, attends, oui, voilà, oui. laisse-moi finir. Voilà. Donc, et seconde position en tag team avec le duo C'est ça. Fabulous Wadness. L'année d'après, pour Wawad, c'est le doublé. Il y a le champion de France solo et champion de France tous les deux ensemble, avec au passage une victoire contre Mind. Donc ça, C'est vrai, ouais. il y a eu cette victoire-là. Et je voulais aussi voir avec vous comment ça se passe après dans l'équipe, quand vous faites des battles les uns les autres. Voilà, est-ce que c'est des dossiers qui ressortent de temps en temps, du style, ouais, ben, souviens-toi, en 2014, je t'ai mis une raclée. Mais après, il y a eu d'autres passages où vous êtes confrontés les uns les autres. Donc si je dois continuer, en 2015, il y a eu le groupe qui s'est formé sous la forme Berrywam avec tous les quatre. Ritmind, il a affronté Beatness en solo lors du 8e de finale. Les Berrywam, cette année-là, ils ont terminé second du championnat. Donc, lors de l'année dernière, en 2016, ça vous a même été un peu chambré le fait de finir en deuxième position sur scène. Mais vous avez réussi à récupérer le titre de champion de France l'année dernière. Et donc vous étiez tous les quatre réunis sur la scène, certains sur la catégorie solo aussi, d'autres sur la catégorie groupe. Comment vous faites pour arriver à bosser à la fois en groupe et à la fois en solo individuellement? Pour bosser les deux, enfin on prend du temps un peu pour les deux. Là c'est plus compliqué maintenant parce qu'on a, vu que c'est notre métier, que ça nous prend beaucoup de temps, on a du mal un peu à préparer aussi tout ce qui est battle. Surtout que par exemple moi je le fais en solo et après je le fais en duo aussi avec Ritman cette année. Et du coup j'essaie de prendre du temps un peu pour moi pour préparer mes battles. Moi aussi j'ai du mal à parler. Et aussi du temps à deux avec Ritmine. Et surtout c'est pas du tout le même travail en solo, en duo ou en équipe. C'est pas du tout les mêmes méthodes de travail en fonction des... Enfin même moi par exemple en duo, je travaille pas pareil avec quand j'avais travaillé à Quawad en duo et avec Ritmine. Donc ça change et c'est pour ça aussi qu'on progresse en s'expérimentant en solo, en duo et en équipe. C'est là où on apprend vraiment beaucoup de choses. C'est vrai que en fait, le travail en groupe dans Berrywam, ça nous prend beaucoup de temps pour les championnats parce que en fait, on travaille vraiment tous les détails de chaque song, etc. Et puis on laisse aucune part à l'improvisation aussi. En groupe, tout est millimétré de la première seconde à la dernière seconde pour demi-finale, finale, etc. Alors qu'en solo, on peut laisser place à l'improvisation, etc. Donc du coup, le travail en groupe, il est quand même beaucoup plus précis, je dirais. Même si en solo, on va travailler quand même tous nos rounds, etc. Mais c'est vrai par exemple, l'année dernière, quand on a fait les championnats de France, on a tous fait en solo et en équipe. On a pris plus de temps pour l'équipe que pour les solos, par exemple. Parce que les solos, on voulait vraiment gagner en solo, parce que notre objectif, c'est d'aller au championnat du monde. Donc du coup, il fallait vraiment qu'on ait le titre en solo, en groupe. Et du coup, la méthode de travail n'est pas la même. Mais comme tu as dit, ça nous prend beaucoup de temps. Et c'est beaucoup de pression avec les championnats. Avec tout ce qu'on a à faire, comme disait Beatness aussi, on a la tournée, les concerts, etc. Du coup, c'est beaucoup de travail. On n'a pas beaucoup de jours de repos. Voilà. Et donc pour
revenir sur ce que je vous disais, est-ce que de temps en temps vous vous chambrez le fait de faire avec les uns les autres? Ouais, c'est vrai qu'à la maison, ça chambre beaucoup. Ça chambre énormément. Plus par rapport au championnat l'année dernière. Surtout le fait que MB14 batte Ritmind l'année dernière en quart de finale. C'était un peu la surprise parce que Ritmind il était grand favori contre MB14. Et quand il a gagné, c'est vrai qu'à la maison, ça chambrait beaucoup. Ouais. Mais c'est bon enfant, c'est plus pour, tu vois, c'est pour le délire. Ouais, après on se charrie beaucoup dans le groupe, tu sais, parce qu'on est très très potes tous les quatre. Du coup, on n'a pas de limite dans la blague. Du coup, on se charrie surtout. Et, et ouais, non, c'est vrai que par rapport au battle, même en huitième de finale contre Bitness, j'ai sorti des trucs sur scène du genre, avant de commencer mon battle, sur scène, j'ai dit, je tenais juste à dire qu'à la maison, c'est lui qui fait la vaisselle. Des trucs comme ça, tu vois, c'est juste pour chambrer, alors que c'est moi qui fais la vaisselle en vrai, tu vois, c'est pour chambrer. Et alors, dernièrement, il y a eu, enfin l'année dernière, il y a eu aussi une autre expérience, c'est que tu as aussi été juge, Wawad, de MB14 quand il faisait des catégories loop. Donc comment tu peux être impartial réellement en sachant que c'est ton pote qui est en train de faire de la loupe à côté et d'ailleurs on a re-regardé la vidéo encore tout à l'heure et d'ailleurs la victoire n'avait pas été pour MB14, c'était contre Saro et donc la victoire n'avait pas été pour MB14 mais est-ce que ça c'est aussi difficile parfois de juger les personnes avec qui tu bosses parce que j'imagine que tu l'entends quand il répète, tu dois savoir un petit peu ce qu'il va présenter forcément comme il le fait à domicile et que vous partagez le même toit, ça doit être un peu complexe. Bah alors, pour le Battle MB14, le tournoi international, non, en fait, j'avais jamais rien entendu de MB14 avant. Parce que du coup, dès qu'il répétait, il mettait toujours son casque. Et du coup, je savais pas ce qu'il préparait. Et en fait, il partait aussi dans une salle de répète qu'on a à côté de la maison. Et du coup, ça c'est vraiment important pour moi. J'ai pas envie de passer pour un juge corrompu, tu vois. Du coup, c'est très important pour moi de pas écouter ce qu'ils font avant. Par exemple, là, cette année, Bitness et Ritman, ils font des trucs en duo. Donc forcément, j'entends un peu parce qu'on est dans la même maison. Mais moi, j'essaye de sortir le plus souvent et de les laisser travailler tranquille parce que lors du battle, après, tu peux être vite influencé. Et par exemple, le battle MB14 Saro, euh, heureusement que Saro bat MB14 haut la main parce que bon, du coup, c'est facile d'aller vers Saro parce que tout le monde peut voir que il a gagné, c'est sûr. Mais c'est vrai que si dans ma tête c'était match nul, c'est compliqué parce que là, du coup, il faut mettre de côté le fait que ce soit mon pote de mon groupe, etc. C'est vrai, on va pas se mentir que c'est plus compliqué quand tu juges un pote de ton groupe parce que tu sais de quoi il est capable. Donc, s'il se rate un peu, tu vas être là, putain, merde, il s'est raté, nanana. Mais il faut faire en sorte, quand tu es un bon juge, il faut faire en sorte de respecter les critères. Moi, je note chaque critère, chaque point. Comme ça, moi, je suis sûr que quoi qu'il se passe, tu vois, je ne vais pas laisser mon cœur parler, mais plus ce qu'ils ont fait, quoi. Je ne sais pas si c'est encore officiel de la part du championnat de France, mais tu as un peu vendu la mèche sur le fait que du coup tu vas, tu vas être jury cette année. Donc bon, voilà. De toute façon, l'émission sera diffusée juste avant le championnat, donc voilà, c'est bon, on n'aura pas le temps de te corrompre. Sans parler des titres de champion de France et donc tout aussi les autres championnats que vous avez pu faire, ça apporte quoi de faire des championnats comme ça en termes d'expérience, en termes, tu disais tout à l'heure la rencontre, tout ça, que tu apprenais plus. Ça vous apporte quoi en plus du titre, tous ces championnats? Bah, déjà, les championnats de France, c'est un ticket d'entrée pour les championnats du monde. Et donc ça, déjà, c'est très important pour nous, surtout pour le groupe, parce qu'après, quand tu gagnes les championnats du monde, tu es reconnu. Même déjà au niveau national, quand tu gagnes les championnats de France, déjà, c'est le fait d'être reconnu en tant que champion de France. Ouais. Et puis, c'est un aboutissement aussi, quand tu gagnes les championnats de France en solo, c'est tout ton travail de beatbox qui est mis en avant. Donc, moi, je dirais que c'est plus ça qui est mis en avant. Après, il n'y a pas des grosses sommes d'argent comme dans la danse ou comme d'autres types d'événements. Mais c'est tant mieux parce que au moins il n'y a pas de. On a une communauté. Ouais, on a une communauté assez solidaire dans le beatbox. Et le fait que ça soit juste aussi le fait d'être reconnu, c'est super. Et c'est vrai aussi que le fait de participer à des championnats, déjà juste le fait de voir nos potes, parce qu'on est tous potes dans le beatbox comme disait Beatness, du coup c'est juste de passer des week-ends comme ça de fou avec nos potes, on kiffe, qu'on participe ou pas. Mais après, ce qui est bien aussi de participer au championnat, c'est parce qu'on va se pousser du coup pour évoluer rapidement, pour préparer des phases et tout. Et du coup, on va pouvoir après derrière pour les spectacles se resservir de tout ce qu'on a appris en championnat. Par exemple, pour Berrywam, on a l'année dernière en 2016, on a créé genre pour 12 minutes tu vois, on prépare 12 minutes pour les championnats, un truc comme ça, je crois. Ça c'est ouais, 12 minutes. Mais du coup, après, derrière, on s'insère un spectacle et on peut tenir 1 heure avec. Parce que du coup, tu vas les phases que tu as préparées pour les battles, tu peux les faire évoluer, tu peux préparer des trucs autour. Par exemple, la petite anecdote, c'est le Haut Fortuna.
La vidéo on a sorti une vidéo récemment avec ça. On l'a préparé pour les championnats, tu vois, mais du coup, on a refait une vidéo, mais tu rajoutes des trucs. Quand on le fait en live, on rajoute des trucs et tout. Et du coup, c'est bien pour ça, les championnats. Ça te permet d'évoluer aussi pour le spectacle et tout. Donc les championnats, c'est un peu plus le monde des bisounours que l'Highlander où il doit en rester qu'un à la fin, quoi. C'est quand même un truc qui est plus convivial une vraie lutte acharnée les uns contre les autres. Mais en fait, En fait, il y a un peu les deux. Les championnats, c'est hyper convivial, mais d'un autre côté, c'est mécanique quand même, tu vois. ouais, c'est horrible parce que moi, c'est l'événement dans l'année qui met le plus la pression. Même je préfère faire. Ça met moins la pression de jouer devant énormément de personnes plutôt que les championnats parce que du coup, tu as le jury de beatboxers qui, qui lâche pas une erreur. Enfin, ils suivent ce que tu fais, tu vois. Et du coup, c'est stressant les championnats. Ouais. En fait, les championnats, c'est vrai que comme tu disais, du coup, c'est le monde des bisounours. Bon, c'est un peu trop, tu vois. Mais c'est vrai que nous, on kiffe être là, qu'on gagne ou pas. On kiffe dans tous les cas. Mais si tu gagnes, c'est mieux. Donc c'est vrai que quand nous, moi, par exemple, quand je suis allé au championnat de France l'année dernière, dans ma tête, c'était tu vas tout enfin, tu vas tout démonter, quoi, tu vois. Et du coup, du coup, quand tu gagnes, forcément, tu es content. Mais quand tu vas au championnat, dans un premier temps, c'est surtout pour voir les potes et tout. Ouais. Mais tu as quand même la comedy business, la pression, quoi. C'est une grosse pression pendant le week-end. Ah, voilà, pendant les battles. Moi, pendant les battles, si je prends du plaisir, je rigole. Que je gagne ou que je perds, dans tous les cas, je suis content, tu vois. Mais par contre, t'es quand même. Ouais, voilà. Moi, je suis concentré dans ma tête, je sais ce que je dois faire, tu vois, pour gagner. Après, bon, si ça gagne, tant mieux. Si ça perd, eh ben, c'est pas grave. Je suis pas mauvais perdant, par contre. Il faut pas l'être dans le beatbox. Il n'y a pas beaucoup de mauvais perdants, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on aime cette communauté. Tu disais que c'était un championnat aussi où c'est pas non plus les gros championnats où tu gagnes beaucoup d'argent. D'ailleurs, je crois que la place elle est à 22-23 euros pour l'entrée pour les 2 jours, hein, donc pour les qualifications du vendredi et pour les finales le samedi. C'est un championnat qui reste encore un peu méconnu en France. Il y a peu de personnes qui sont au courant réellement de ce qui se passe là-bas et qui est pourtant très accessible parce que sur la capitale, parce que pas cher. Enfin, voilà, et puis il y a quand même de la qualité, quoi. Au rendez-vous, il y a quand même pas mal d'artistes qui viennent pour faire du beatbox et puis pour montrer ce qu'ils savent faire. Le beatbox pendant longtemps ça a été le cliché un peu à la 8 Mile avec le rappeur et puis le gros qui arrive d'un coup et qui va mettre ses mains autour de la bouche pour faire une rythmique pour accompagner le rappeur. Aujourd'hui, ce cliché il est un peu dépassé avec ce que vous proposez à la fois sur le championnat et avec les vidéos que vous mettez en ligne sur YouTube. Vous proposez le beatbox en tant que musique à part entière et non plus en tant que musique d'accompagnement d'un autre artiste ou quoi. Comment, comment vous arrivez du coup à dépasser un petit peu ce cliché-là? On doit souvent vous le dire, le beatbox c'est fait pour accompagner les rappeurs, voilà, ça doit rester souvent là-dedans et c'est pas souvent associé à une musique à part entière, quoi. Donc qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui vous disent c'est pas vraiment de la musique, quoi? Ben, en fait, c'est vrai que pour nous, c'était un peu relou parce que pendant toutes ces années où on a fait du beatbox, on était un peu considéré comme les bêtes de foire, en fait. C'est ça le pire dans le beatbox, c'est que tu es un peu considéré comme le performeur qui va faire un truc de 3-4 minutes et après, ciao, tu vois. Et ça, c'était un peu le truc sur lequel on a essayé de se battre pendant toutes ces années. Et c'est vrai qu'avec Berry Wham, on sent que ça évolue un peu et ça change parce que les gens, en fait, enfin, les gens, ceux qui nous suivent sur YouTube ou en concert ou quoi, ce qu'ils aiment en fait dans notre beatbox, c'est que c'est pas que des bruits ou tout ça, c'est que c'est musical, que ça chante aussi, qu'il y a des harmonies, etc. Et en fait, on essaie de rendre le beatbox plus accessible, tout en restant beatboxer. C'est là en fait la contrepartie qu'on essaie d'avoir dans le groupe, qui est compliqué, mais c'est rester puriste beatboxer. En fait, nous, notre objectif, c'est en gros, c'est de plaire aux beatboxers de la communauté et aussi plaire à côté au public normal, tu vois, aux parents et tout ça qui écoutent pas. Voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce on n'est pas normaux, nous. Mais du coup, c'est un peu un challenge, ouais, parce qu'on a été beaucoup jugés, tout ça. C'est vrai que pendant longtemps, quand tu parlais de 8 Mile, ça c'est vrai, quoi. Quand tu parlais de beatbox aux gens, surtout quand nous, ça nous arrivait avec Beatness ou avec Berry Wham de faire des shows privés. On a fait beaucoup de shows privés pour des marques et tout. Et c'est vrai, les grands patrons, quand tu leur vends le projet beatbox, au début, ils pensent que t'es dans une cave et que tu fais des bruits. Je me rappelle qu'on a fait le salon mondial de l'automobile pour Renault. Donc pendant 3 semaines, on a fait du beatbox pour eux tous les jours au stand. Et au tout début, quand ils ont proposé le projet, le patron, enfin ça c'est vraiment la femme qui nous l'a dit, il pensait que c'était des bruits dans des caves, ils nous ont dit. Ça, mot pour mot, tu vois. Et donc c'est un peu rédhibitoire, tu vois. Et ouais, pour nous, le challenge, je pense qu'on est en train de réussir notre pari parce que petit à petit, en fait, on arrive à ouvrir le beatbox au grand public, mais tout en restant quand même, pas en vendant notre cul, si je peux dire, mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu trop, mais on reste quand même beatboxer, on reste dans la communauté et en fait, on essaie de montrer vraiment ce qui est le vrai beatbox aux gens.
Donc voilà, on essaye de faire au mieux. Et même là, on voit que le beatbox s'ouvre en général. On voit plein de vidéos sortir qui buzzent pas mal. Ouais. Et je pense ce qui fait sortir des préjugés, c'est qu'on voit que les beatboxers, ils arrivent à créer de la musique. Donc c'est pas juste faire des rythmiques sur du rap, c'est vraiment, on a montré sa patte artistique et créé. Et je pense que c'est pour ça que ça commence à s'ouvrir le beatbox et à se faire connaître et à sortir de ce stéréotype. D'ailleurs, tu le disais, toi, tu as découvert le beatbox, tu disais, avec des émissions comme le Morning Live, tout ça. Il y en a eu aussi qui étaient passés sur Incroyable Talent, tout ça. Mais encore une fois, on était sur du beatbox un peu monstre de foire qu'on vient voir. Alors que ce qu'on a pu voir avec MB14 à The Voice, c'était un peu le suivi d'un artiste qui va pas faire que du beatbox, mais qui va chanter aussi, et l'accomplissement un peu de l'artiste dans toute son œuvre. Il y a d'autres beatboxers qui font ça aussi aujourd'hui. Il y a Alem notamment qui est sur un projet de jazz avec beatbox. Ouais. Donc il y a tout un tas de choses qui se met en place un peu parallèlement au beatbox à côté et qui fait comprendre un peu au public, au grand public, que le beatbox, c'est pas juste de simples bruits ou de la technique ou quoi, mais ça reste de la musique, hein, et on peut vraiment l'apprécier en tant que musique à part entière. D'ailleurs, il y a même des gros labels qui ont commencé à s'intéresser, notamment à vous. Vous avez signé c'était pour l'EP, je pense, avec Universal. Pas que le P, pour des Pas que albums pour- qui arrivent. Donc pour les albums qui arrivent. Et donc voilà, justement, alors ces albums, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'il y a des infos à donner dessus? Ouais, il y a quelques petites infos qu'on peut donner. C'est que, en fait, quand on a sorti l'EP c'était un peu un test, c'est-à-dire c'est un peu une carte de visite pour les gens qui ne nous connaissaient pas et surtout pour tout ce monde-là qui ne nous connaît pas, c'est-à-dire des maisons de disques et tout. On a sorti cette EP comme une carte de visite. Mais du coup, là, on est en pleine création de l'album. On a beaucoup tu vois, de sons de côté que ça fait longtemps qu'on sort pas. Mais on attend vraiment, en fait, l'album, on veut vraiment attendre la maturité du groupe pour le sortir. Là, en fait, tu vois, on veut pas sortir un album, le bâcler, le sortir maintenant. On veut vraiment laisser libre cours à notre créativité. Et ce qui va changer sur l'album qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, c'est que du coup, ça va être beaucoup, beaucoup plus de sons originaux, nos créations. Parce que ça nous tient vraiment à cœur de montrer aux gens ce qu'on sait faire. Donc, tu vois, au début, on en a commencé par refaire des chansons connues, même si on a toujours remixé les chansons, on n'a jamais fait les chansons comme dans l'original. Ouais, voilà. Voilà, les 4 titres, c'est des reprises. Même si on peut y voir une forme de création dedans, parce pour nous, ça nous tient vraiment à cœur de réinterpréter un morceau et pas faire du copier-coller. Mais par contre, du coup, dans l'album, on va vraiment voir notre patte à nous et nos créations qu'on a depuis un petit moment, mais du coup, on travaille tout ça. Enfin, en tout cas, ça va arriver. Pas de suite, mais en tout cas, on veut vraiment, tu vois, laisser mûrir le truc et travailler. Tu vois, avec tout ce qu'on a à faire, on veut pas se presser, quoi. Tu vois, on veut vraiment que quand ils sortent, les gens l'attendent et on veut pas sortir un album et qu'il passe aux oubliettes, quoi. Tu vois, en gros. Ah, vous êtes aussi en tournée en ce moment, donc sur la première partie des concerts de Big Flo et Oli, Ouais. donc un peu partout en France. Mais vous avez fait aussi les premières parties de Black M, Fefe, Giorgio, LEJ. Ça vous apporte aussi, j'imagine, pas mal de choses de travailler avec de nouveaux artistes et avec d'autres univers. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu? Bah ouais, c'est sûr que ça nous apporte pas mal de choses. Déjà, on avait fait une vidéo avec Fefe qui avait bien marché. On a fait aussi une vidéo avec Slimane où en fait on crée une musique avec d'autres artistes. Et du coup, on mélange le beatbox, le chant et ouais, on aime bien faire ça. Ça nous apporte pas mal de choses dans la musique, donc c'est cool. Et après, faire les premières parties aussi, ça nous apporte forcément plus de visibilité. Ouais, voilà. Il y a par exemple quand on a fait les LEG ou Big Flo Oli, le premier Zénith, quand on a fait la première partie, ça nous apportait énormément de fans sur la page et tout, donc voilà, c'est vraiment cool. Alors, il n'y a pas longtemps également, vous êtes parti en travail en Nouvelle-Calédonie. Alors je mets travail entre guillemets parce que j'ai vu beaucoup de photos de vacances plus que des photos de travail. Mais alors comment ça s'est passé? C'était pour un festival là-bas que vous avez, qui a été organisé où vous avez été invité. Et comment ça s'est passé concrètement? Alors en fait, on a été invité pour un festival qui s'appelle Les Voix du Sud. Et donc en fait, c'est un festival dédié à la cappella. C'est la première fois qu'on voyait ça, nous. C'est-à-dire c'est un festival où tu n'as aucun instrument sur scène. C'est que des gens qui chantent avec les voix, tout ça. Et en fait, du coup, les organisateurs, ils nous ont invités parce que justement, c'était un peu, tu vois, c'était qui tout double en fait pour eux. Parce que les Voix du Sud, ça fait longtemps que ça existe. C'est un festival assez traditionnel avec que du chant a cappella. Et nous, c'était un petit peu, tu vois, beatbox, ça casse un peu les codes de ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir d'habitude. Mais en fait, quand on est arrivé à la surprise générale, parce que même nous, on a été vraiment surpris, ça a créé une sorte de buzz
en Nouvelle-Calédonie qui nous a même nous dépassé en fait. C'est-à-dire qu'on a fait 5 ou 6 dates là-bas, et donc 3 ou 4 à Nouméa. Et en fait, la première date à Nouméa, donc c'était une petite salle. Donc tu vois, c'était complet, tout, c'était cool, mais il y avait quoi, 400 personnes. Donc du coup, même nous déjà, ça nous a choqué de voir 400 personnes venir à Nouméa. Et en fait, le lendemain, on a rejoué dans un plus gros truc. Et en fait, à chaque fois, les gens, c'était x2. Chaque soir, c'était genre le dernier jour, il y avait je sais plus, 1500 personnes, un truc comme ça, qui sont venus nous voir. Et en fait, il y avait tellement de monde que devant le portail, en fait, ils étaient obligés de fermer le portail. Et il y avait genre 300 ou 400 personnes qui attendaient devant le portail pour nous voir. Et, on, et en fait, c'est un truc qui nous a même nous choqués parce que on s'attendait vraiment déjà pas du tout à ça. Et en fait, là-bas, il y a un effet qu'il n'y a pas en France, c'est-à-dire le bouche à oreille qui existe encore là-bas. C'est-à-dire que quand les gens aiment un artiste, ils vont le dire à leurs amis et ils viennent du coup à deux. Et donc, le dernier jour, il y avait tellement de monde au théâtre quand on a joué qu'on a fait 2 concerts d'affilée. C'est la première fois que ça nous est arrivé. On a proposé de faire 2 concerts pour les gens qui attendaient devant. On ne pouvait pas partir et laisser les centaines de personnes devant. Donc, on a fait ça. Et puis, du coup, ça nous a vraiment créé un bon réseau en Nouvelle-Calédonie et ça nous a vraiment surpris. Donc, comme tu dis, tu vois, on a passé des bonnes vacances. Mais en même temps, on a créé un très très bon réseau là-bas. Et puis maintenant, on a beaucoup de gens qui nous suivent de là-bas. Et c'est vraiment un plaisir. Donc pour tous les gens de Nouvelle-Calédonie, si vous regardez, merci beaucoup en tout cas pour tous les messages, parce qu'on en reçoit beaucoup. Bon, vous savez que vous êtes attendu là-bas et du coup, si vous voulez faire une tournée en Nouvelle-Calédonie, les salles seront pleines a priori, quoi. Il n'y aura pas de problème, quoi. Vous êtes un groupe un peu particulier puisque vous travaillez, vous l'avez déjà dit, sans leader. Donc vous travaillez à 4. Et donc la méthode de travail, on en parlait un petit peu en début d'émission, mais la méthode de travail, du coup, c'est pas la même que lorsqu'il y a un leader qui va dire bah, il faut faire ça, ça, ça. Comment vous vous organisez pour pouvoir écrire les prochains morceaux que vous allez présenter sur les championnats, sur les scènes, sur le prochain album, tout ça? Alors en fait, on a 2 façons de travailler. Il y a une première façon qui est de travailler carrément tous ensemble. On se met dans un lieu de répétition et on crée vraiment de la musique. Et il y a l'autre façon qui maintenant on l'utilise beaucoup plus pour l'album. C'est chacun expérimente, enfin chacun travaille un peu une musique dans son coin avec la loupe, crée un truc, une idée. Et après il propose l'idée au groupe. Et si ça plaît à tout le monde, ben, on commence à travailler autour de cette idée en fait. Donc en fait il y a quelqu'un qui fait germer une idée et après on le travaille à 4. Est-ce que 4 c'est la composition finale du groupe Berrywam ou est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui intégrera Berrywam prochainement? Non, non, oui, non, non, en fait, 4, c'est vrai que on est né à 4 et on continue à 4. Mais je sais pas, tu dis ça par rapport à quelque chose que tu as entendu ou... C'est par rapport à des choses que l'on m'a dit. D'accord. Non, en fait, ouais, je sais pourquoi tu dis ça. En fait, on travaille avec une 5e personne qui, du coup, il est beaucoup avec nous bah, justement pour la tournée Big Flow Oli. Que je ne dis rien. Non, non, tu vois, t'inquiète. Mais c'est comme sur le fil, là, t'as peur que... Non, non. En fait, du coup, c'est Saro. On peut dire Saro qui est une personne avec qui on travaille pas mal, plus pour les concerts. En fait, si Saro, il est là quand il y en a un de nos 4 qui est malade ou qui peut pas venir, qui, du coup, pour pas annuler les concerts, parce que voilà, on peut pas. Quand la procédure est lancée, tu peux pas annuler, tu vois. Du coup, on a décidé de prendre Saro parce qu'il est un beatboxer complet, qui a l'habitude des groupes a cappella, avec qui il a beaucoup tourné avec son groupe Buka Tribe. Du coup, Saro, c'est une personne avec qui on travaille beaucoup sur scène, surtout pour la tournée Big Flow Oli, parce qu'MB14, il a pas mal d'occupations par rapport aussi à ses projets solo. Donc du coup, il est là aussi pour remplacer MB14. Mais Saro, c'est une personne avec qui on aimerait bien faire des collaborations dans un premier temps. On va faire des vidéos avec lui, etc. Parce que musicalement, déjà, on adore ce qu'il fait. C'est un très bon pote à nous depuis longtemps. Et du coup, les collaborations, c'est sûr qu'on va en faire. 5e membre, c'est trop tôt pour le dire encore. Parce qu'on a trop de choses encore à prouver à 4. On n'a pas du tout expérimenté encore ce qu'on veut à 4. Mais pour l'instant, en collaboration, ouais, ça c'est sûr que ça va venir. Ça va, je fais des conneries. Tu vois, moi j'ai même pas marqué, j'ai marqué Berrywams avec un S pour Saro dessus en me disant voilà, on sait pas, on verra bien. Avant de terminer l'interview, Beatness, cette année tu participes à la fois sur les solos hommes et sur les tag teams. C'est qui les principaux concurrents qui te font éventuellement peur quand tu vois la liste sous les yeux? Alors en solo ou En solo et en tag team, s'il y en a que tu... alors en solo, il y a les favoris, ça va être BMG,
Ça va être FIB, ça va être Hitmind. Ça va être qui d'autre? Kim aussi, ouais. Il y a pas mal de concurrents. Après, il y en a qui sont un peu plus jeunes mais qui font tout autant mal, comme par exemple Collapse, qui est un jeune beatboxer qui fait très mal. Il y a Bronix aussi. Il y a Kenozen. Ça va être compliqué, hein. Mais on va s'entraîner. Là, on s'entraîne dur de toute façon. Et en duo, il y a Onisan. C'est une équipe suisse en fait, qui ont participé déjà au championnat du monde et qui sont très forts. Il y a X-Touch, Zenith. Franchement, il y a vraiment du niveau, autant en solo qu'en équipe, qu'en loop, qu'en tag team. C'est vrai que cette année, c'est une belle année, quoi. Il y a bon cru, quoi. Grave. Et bon, mais je rappelle juste le championnat qui a donc lieu le 27 et 28 octobre, donc à la fin du mois à Paris. Donc tout simplement, on tape Beatbox France, on tape sur Internet, je pense que c'est ça le lien. Ouais, c'est ça, beatboxfrance.fr, et puis on peut acheter les places en ligne et avoir nos places pour pouvoir participer à ça. Nous, on y sera, le Local Bohem sera là-bas, et puis Wawad, Beatness, Ritmind sera là-bas, et MB14, je sais pas, il vient, il sera là. Il sera là, donc il y aura tout le monde. Donc si vous souhaitez aussi les voir sur scène, pour tout ça, ce sera aussi possible pour certains d'entre eux, quoi. Je vous remercie en tout cas d'avoir pu, je ne vais pas dire de vous avoir reçu, parce que c'est plus vous qui m'avez reçu ici, mais merci d'avoir accordé du temps en tout cas pour le Local à Bohem. Merci en tout cas à toi pour l'interview, c'était cool. Merci beaucoup, et on l'a fait enfin depuis tout ce temps. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'on avait essayé de la prévoir, et puis on a eu du mal à faire ça et à caler une date, mais bon, c'est fait. Bon, merci à vous. Merci beaucoup. Le Local à Bohem, l'émission de découverte musicale locale, en direct tous les mardis soirs de 20h30 à 22h sur Albigès 95.4 ou 104.2, rediffusé le jeudi soir de 22h à 23h30 sur Albigès et sur Radium 89.7. Nos podcasts sont téléchargeables et écoutables directement sur notre site internet.